Le 23 août 2006, Natasha Kampusch réussit à se sauver de Wolfgang Priklopil après avoir passé plus de 8 ans en captivité. Au même moment, Elisabeth Fritz, accompagnée de ses enfants, regarde les nouvelles à la télévision. Elle-même gardée en captivité depuis maintenant 22 ans, enfermée dans un donjon humide, dégueulasse, elle se demande si elle aussi va réussir un jour à se sauver des griffes de son bourreau. Restez là. Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo qui risque d'être très longue. C'est une histoire qui m'a été demandée à plusieurs reprises. C'est celle de Elisabeth Fritz. J'avais hâte d'en parler, mais je savais que ça allait être une vidéo assez longue, donc je procrastinais un peu. Et des histoires de séquestration comme ça, il y en a pas des tonnes. Donc j'essaie de les espacer pour pouvoir toutes les couvrir. L'histoire qui suit, c'est celle qui, d'après moi, a grandement inspiré le film Room ou The Room, je suis plus sûre du titre du film. Et ce film, en fait, le réalisateur a dit qu'il s'est inspiré de plusieurs histoires de kidnapping et séquestration pour faire un film. Et je pense que cette histoire, c'est celle qui a le plus inspiré le film. C'est vraiment une histoire de fou. C'est sûr que vous devez la connaître déjà. Et sinon, je suis contente de vous en parler aujourd'hui. Le 16 avril 1966, Elisabeth Fritz est née dans la ville de Amstetten, en Autriche. Encore une fois, je suis pas sûre de la prononciation des noms propres. Je fais du mieux que je peux. Elisabeth est née dans une famille de 7. C'est la 4e. Ses parents sont Joseph et Rosemary Fritz. Avant de sauter dans le vif du sujet et de vous parler d'Elisabeth, je vais vous parler de son père, Joseph Stefan Fritz, qui est l'auteur de toutes ces monstruosités. Joseph est né en 1935 dans la ville de Amstetten. Sa mère, Maria, c'était une catholique très très dévouée. Elle était super stricte, dominante. En fait, elle dominait beaucoup le père de Joseph, qui se nommait également Joseph. Et d'ailleurs, lui, il est mort durant la Deuxième Guerre mondiale. Joseph a grandi durant les 2 guerres mondiales. Donc, sa famille a vraiment vécu pauvrement. Il devait compter sur la charité des voisins pour se nourrir. Joseph pensait que son père, Joseph, c'était un bon à rien. Sa mère l'insultait toujours. Il pensait que c'était un loser. Et il admirait vraiment sa mère, mais pourtant sa mère le battait. Elle était très violente et méchante avec son fils. Elle l'insultait, elle disait qu'il ferait rien de bon dans la vie. Elle l'a déjà même appelé Satan, c'est Satan en personne. Et il paraîtrait que Maria aurait déjà abusé sexuellement de Joseph. Pourtant, quand on lui en a parlé, il a tout nié les faits, mais ça reste comme une rumeur, je sais pas si c'est fondé ou pas. Par contre, Joseph, lui, a toujours eu une sorte de fantaisie d'inceste. Il aurait beaucoup aimé avoir des relations sexuelles avec sa mère et il le dit très clairement parce qu'il y avait une sorte d'attraction interdite. Arc. Mais ouais, c'était dans ses fantaisies. En grandissant, Joseph devient un brillant ingénieur, il était travailleur, il aime avoir beaucoup d'argent et la dépenser dans les vêtements et pour s'occuper de son apparence. D'ailleurs, il a beaucoup de succès auprès des femmes. Dans l'adolescence, il avait pris l'habitude d'aller dans des parcs, des forêts et de s'exposer aux femmes ou de se masturber quand les femmes passaient. Donc, c'était un exhibitionniste. À l'âge de 21 ans, Joseph a rencontré sa femme, Rosemary, qui en avait 17. Et c'était vraiment la femme parfaite pour lui parce qu'elle était très facilement dominable. C'est une fille qui avait pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup d'argent, elle était plus jeune que lui, donc pour lui c'était comme parfait, il savait qu'il allait pouvoir la manipuler. Ils se sont mariés et 2 ans après le mariage, ils ont eu leur premier enfant, Ulrich. Quand Elisabeth est née, Joseph a tout de suite ressenti une sorte d'obsession envers sa fille. Il trouvait que c'était la plus belle, elle avait de beaux yeux bleus, des cheveux roux et selon Joseph, Elisabeth ressemblait à sa mère Maria. Selon les apparences, la famille Fritz, c'était vraiment une famille parfaite. Joseph, un ingénieur brillant, riche, très très élégant, super gentil, sous les apparences. Et Rosemary, elle jouait un peu son rôle de femme heureuse et comblée. Leurs enfants étaient très polis, super bien éduqués. Fait que c'est ça, il y avait vraiment l'air d'une famille parfaite. Mais derrière les portes, c'est là que tout se gâtait. En fait, Joseph était très 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 strict avec ses enfants, mais on dirait qu'il était dans l'armée, c'était
exagérée. Et quand il les disputait, en fait, il leur donnait pas une simple gifle, parce qu'on est quand même en Autriche dans les années 70, là. Fait que c'est sûr que c'est pas pareil la façon d'éduquer ses enfants, mais au lieu de donner une gifle, lui, il punissait ses enfants à coups de poing. Fait que c'est vraiment intense. Et à part de ça, Joseph Fritz était un gros pervers sexuel. Il continuait à se cacher dans les buissons pour observer les femmes. Et le 4 septembre 1967, en fait, Joseph, comme passé à un acte supérieur, il a tenté de violer une femme dans les bois. Il a essayé de l'attraper, mais elle a réussi à s'enfuir, mais malheureusement, elle n'est jamais allée à la police. En octobre de la même année, Joseph est rentré dans une maison par effraction. Il est rentré par la fenêtre et il a réussi à aller violer une femme dans son lit, une femme mariée de 24 ans. Elle pensait que c'était son mari. Quand elle s'est retournée, elle a vu que c'était un inconnu. Ok, ça doit être vraiment traumatisant. Et 3 semaines plus tard, il a été arrêté pour viol. Il a été condamné à 18 mois de prison. Et étrangement, Rosemary, sa femme, l'a attendu sagement à la maison. Tous ses proches lui disaient de le quitter, que c'était un bon à rien. Mais non, Rosemary est restée fidèle à la maison à s'occuper de ses 4 enfants en attendant que son mari sorte de prison. Et à plusieurs occasions, Rosemary avait même peur pour sa vie parce qu'il était tellement violent. Elle se demandait si elle allait la tuer. Mais c'est vraiment le syndrome de la femme battue. Elle n'a pas pu le quitter. Et en sortant de prison, tout est redevenu comme normal pour Joseph. Il a obtenu un emploi dans une compagnie de tuyaux. Et il a même obtenu une promotion. Fait qu'on dirait que tout le monde avait comme oublié le viol qu'il avait fait. En 1971, Joseph a déménagé dans la maison de sa mère, Maria. Donc, il a pris possession de la maison et il a dit aux voisins que sa mère Maria était morte. Ce qui est totalement faux. En fait, il a enfermé sa propre mère au dernier étage de la maison. Il a même couvert sa fenêtre de briques pour pas qu'on voit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur et pour pas qu'elle voie la lumière du jour. Elle a été enfermée jusqu'à sa mort en 1980 et c'est aussi horrible ça que tout ce qu'elle fait par après, mais on dirait qu'on n'en parle pas trop, là, tu sais, que séquestrer sa propre mère. Durant ces années-là, Joseph fait l'achat d'un bed and breakfast, donc un petit hôtel, auberge proche d'un lac en Autriche. Et c'est la femme de Joseph qui s'en occupait. Qu'est-ce que j'ai compris? Rosemary allait passer ses étés à s'occuper de l'auberge sur le bord du lac pendant que Joseph restait à la maison. Et durant toute sa vie, il a fait l'achat de plusieurs propriétés. Il investissait beaucoup dans l'immobilier. Et au cours des années, il a été responsable de plusieurs incendies criminels. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il incendiait des maisons qu'il possédait. Et ensuite, il collectait l'argent des assurances. Je pense que les compagnies d'assurance ont eu des doutes sur lui, mais il n'a jamais été arrêté pour incendie criminel. C'est vraiment étrange. Quand le couple a eu leur dernier enfant, soit le 7e, Joseph a dit à Rosemary qu'il allait plus avoir de relations sexuelles, qu'il la trouvait beaucoup trop grosse, répugnante et qu'il avait plus besoin d'elle sur le plan sexuel. Donc, c'est fini. En 1975, quand Elisabeth a eu 11 ans, c'est là que les viols ont commencé. Son père a commencé à l'agresser sexuellement, mais c'était très, très fréquent. À chaque moment qu'il pouvait la violer, il le faisait. Mais Elisabeth, elle était trop mal pour en parler à qui que ce soit, donc elle a gardé ce terrible secret toute sa vie. Et à chaque fois qu'ils allaient se promener en voiture, qu'ils allaient en forêt, à n'importe quel moment, Joseph en profitait pour violer sa fille. Et Rosemary ne s'est jamais rendu compte de rien. Mais vous allez voir au cours de l'histoire à quel point elle est extrêmement naïve, cette femme. Et en fait, elle allait s'occuper de l'auberge pendant tout l'été. Donc, c'est pendant ces moments-là, durant l'été, que Joseph en profitait pour violer sa fille. Et plus les années avançaient, plus Joseph était possessif et jaloux envers Elisabeth. En fait, elle n'avait pas le droit de parler aux garçons, elle n'avait pas le droit de se maquiller, de s'habiller un tantinet sexy. Elle n'avait pas le droit de sortir non plus. Elle allait à l'école et revenait à la maison et elle n'avait pas le droit d'aller à des fêtes ou avec des amis. D'ailleurs, ses amis à l'époque la décrivaient comme une fille qui était très privée, silencieuse. Elle ne riait jamais. Et les proches de la famille Fritz disaient qu'Elisabeth, c'était la pire victime dans tout ça. En fait, c'est elle qui se faisait disputer le plus. Joseph était comme 2 fois plus dur avec elle qu'avec ses autres enfants. Elle se faisait toujours battre. C'est en 1978 que Joseph a établi son plan diabolique. En fait, il avait prévu construire une sorte de donjon pour y enfermer sa fille et pouvoir la garder comme prisonnière et la violer, l'agresser n'importe quand il le désirait. Et en plus, en 1978, c'était durant la guerre froide. Donc, c'était pas rare que les gens se construisaient des abris nucléaires.
C'était vraiment comme la grosse mode parce qu'on avait peur de la guerre nucléaire. Et donc Joseph a fait une demande au gouvernement pour se construire un abri nucléaire et c'est le gouvernement qui a financé ses constructions, en fait la construction du donjon d'Élisabeth. Dans les années 80, Joseph a commencé à avoir des problèmes financiers. La famille devait se resserrer la ceinture un peu. Les enfants vivaient très pauvrement. Ils mettaient toujours les mêmes vêtements déchirés, des vieux vêtements. Et il les mettait comme à tous les jours de la semaine. C'était vraiment triste. Mais Joseph, lui, il continuait à vivre sa vie de luxe, sa vie de riche et célèbre. En fait, il allait dans des bordels 2 à 3 fois par semaine. Et il se payait des prostituées à genre 250 $ de l'heure. Il faisait des voyages en Méditerranée. Il s'achetait des bouteilles de champagne, des vêtements luxueux, pendant que ses enfants vont à l'école avec des vêtements tout déchirés. Selon les témoignages des prostituées, Joseph, c'était vraiment le pire pervers. Il y avait des fantaisies vraiment bizarres. Des fois, il demandait aux prostituées de faire comme si elles étaient mortes. D'autres fois, il les violait. Des fois, il battait les filles vraiment juste ou il les étranglait jusqu'à ce qu'elles perdent connaissance, mais d'autres fois, il demandait à ce qu'on le batte lui. Donc, il y avait vraiment toutes les fantaisies pas possibles. Pendant ce temps-là, heureusement, Élisabeth, elle commençait à être plus indépendante de son père. Elle a commencé à sortir avec des amis, à boire de l'alcool, à fréquenter des garçons. Et elle s'était fait inscrire par son père dans un programme de restauration, des cours de restauration. Et elle devait être 2 mois à l'extérieur de sa maison. Et c'était les meilleurs 2 mois de sa vie. Elle a vraiment pu profiter de sa jeunesse, enfin. Quand Élisabeth a eu 17 ans, elle a pu enfin raconter l'enfer qu'elle vivait depuis ses 11 ans. Elle le racontait à une de ses meilleures amies. Et les filles ont décidé de faire une fugue et de se rendre à Vienne. Donc, bien sûr, Joseph Fritz, ça n'a pas été long, qui a reporté sa fille comme disparue. Et il a dit, elle doit s'être enfuie à Vienne. Et 3 semaines plus tard, la police a retrouvé Élisabeth et ils ont ramené les filles à la maison. À 18 ans, Élisabeth avait plein de beaux projets futurs. Elle travaillait comme serveuse dans un petit restaurant et elle planifiait déménager chez sa sœur pour enfin sortir de sa maison. Elle avait quelques amis et avait un petit ami très stable avec qui elle parlait de futurs projets, d'avoir des enfants, de se marier. Il était vraiment amoureux fou. Bien sûr, la relation avec son petit ami était secrète, ok? Jamais elle allait en parler à ses parents, mais le couple s'envoyait des longues lettres d'amour, là. Il était vraiment amoureux. Mais une journée, Joseph est tombé sur une lettre d'amour qu'Élisabeth échangeait avec son petit ami et c'est là qu'il a décidé de mettre son plan à exécution, un plan qu'il avait mis 6 ans à organiser. Le 28 août 1984, il est 9h le matin, et Élisabeth est en train de se préparer pour aller travailler au restaurant. Et là, Joseph va voir sa fille et il lui demande de l'aide pour transporter une porte en fer qui était trop lourde pour lui. Donc, il dit, est-ce que tu peux m'aider à transporter ça au sous-sol? Élisabeth a accepté, donc elle a aidé son père à transporter la porte au sous-sol. Rendu au sous-sol, sans avertissement, Joseph a poussé sa fille à l'intérieur de la pièce du sous-sol. Il lui a mis un chiffon rempli de chloroforme, je pense, sur la bouche. Il l'a frappé violemment à la tête. Et là, Élisabeth a perdu connaissance. Il en a profité pour la menotter au lit et il l'a violée à plusieurs reprises. Ensuite, il a éteint toutes les lumières de la pièce. Élisabeth était dans le noir total. Et il est parti en verrouillant les 8 portes derrière lui. Ça a dû être horrible. J'imagine même pas comment Élisabeth s'est sentie. Elle se réveille. T'es dans le noir total. Ça sent l'humidité. T'es menotté. Tu sais pas t'es où. Tu sais pas il est quelle heure. Ça fait combien de temps que t'es là. Élisabeth a dû tellement avoir peur jusqu'à temps que son père descende la retrouver. Et à chaque fois, c'était pareil. Il lui amenait un petit plateau de nourriture, donc les restes de nourriture qu'il avait mangé avec sa famille. Et il la violait à plusieurs reprises jusqu'à épuisement. Et ensuite, il la rattachait à un poteau. En fait, il attachait avec un câble autour de sa taille. Donc, Élisabeth était attachée à un poteau comme un chien. Pire qu'un chien, parce qu'on n'attache même pas nos chiens à un poteau. Et elle ne pouvait même pas bouger. Donc, Élisabeth pouvait littéralement rien faire d'autre que d'aller aux toilettes et de manger. Elle était dans un donjon construit par son père. Ça sentait vraiment l'humidité et le système d'aération était pas top. Donc, elle manquait d'air. Pas qu'elle manquait, elle pouvait respirer, mais pas assez. Je pense qu'elle n'avait pas assez d'oxygène. Je sais pas comment expliquer ça. Donc, elle n'avait jamais d'énergie. Elle dormait
toujours. Des fois, elle essayait de crier, de taper dans les murs comme pour que quelqu'un l'entende, mais c'était si bien insonorisé que, évidemment, personne l'entendait. Au départ, Elisabeth essayait de se défendre ou de se débattre quand son père la violait. Mais une fois, son père a dit « Là, tu vas arrêter de te débattre ». Et il l'a battue tellement violemment qu'elle a dit non, ok, c'est la dernière fois que j'essayais de me défendre parce que il l'a vraiment blessée. Elle se faisait violer à chaque jour et parfois plusieurs fois par jour. Et Joseph disait à Elisabeth, si tu essaies de t'enfuir, en fait, j'ai mis un système dans les portes. En fait, si tu essaies d'ouvrir les portes, il va y avoir un gaz qui va s'échapper et ça va te tuer. Donc, évidemment, Elisabeth avait peur de s'enfuir. La première nuit qu'Elisabeth n'est pas rentrée coucher, Rosemary s'est tout de suite inquiétée parce que sa fille, elle suivait les règles comme ça. Jamais elle ne rentrait pas coucher. Joseph, lui, il était assis auprès de sa femme, il essayait de la consoler, qui elle était super inquiète. Donc il disait à sa femme peut-être qu'Elisabeth s'est enfuie à nouveau. Le lendemain, ils sont allés à la police pour reporter la disparition d'Elisabeth. Ils l'ont cherchée pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Ils faisaient le tour des refuges pour sans-abri, des bars, des stations de train. Il mettait des photos d'Elisabeth. Joseph avait vraiment l'air de s'inquiéter pour sa fille et Rosemary, elle vivait l'enfer, même qu'elle allait consulter des médiums pour qu'on l'aide à retrouver sa fille. Rendu au mois de septembre, Joseph a forcé Elisabeth à écrire une lettre qu'il allait remettre aux policiers et à sa femme. Et dans la lettre, Elisabeth disait que elle ne voulait plus vivre à la maison et elle s'était enfuie pour aller rejoindre une secte et demander à sa famille d'arrêter de la chercher. Donc, Joseph a remis ça à la police, à sa femme était complètement détruite et la police ont dit « Ouais, on peut pas arrêter de la chercher parce qu'elle est encore mineure ». Donc, ils ont continué les recherches, mais rendus à l'âge de 18 ans, ils ont totalement arrêté parce que, ben, en fait, une personne d'âge adulte peut décider de quitter sa maison et souhaiter qu'on ne la retrouve pas. Donc, les policiers lui laissaient la liberté de le faire. Et en même temps, je comprends vraiment les policiers, on peut pas leur en vouloir là-dedans. Le père de la fille disparue t'amène une lettre écrite par la fille disparue. En fait, Joseph avait amené même des journaux intimes d'Elisabeth pour pouvoir comparer l'écriture et c'était la même écriture. Donc, je comprends les policiers d'avoir pas continué les recherches. Et Joseph et Rosemary, eux, continuaient à passer à la télévision, à donner des interviews et à être fâchés contre les policiers qui avaient décidé d'arrêter de chercher Elisabeth. Et pendant ce temps-là, Elisabeth était enfermée dans son propre sous-sol. Et je vous avais dit comment Joseph était très strict et violent avec ses enfants et sa femme. Donc, il avait empêché à ceux-ci d'aller au sous-sol. Il disait ça, c'est mon bureau, c'est mes affaires, vous n'avez pas le droit d'y aller. Et bien sûr, toute sa famille respectait ses règles et il se posait jamais de questions parce qu'à chaque jour, à 21h, Joseph descendait au sous-sol. Parfois, il s'amenait un petit café et il passait la nuit là. Il remontait à la maison le lendemain matin, mais jamais sa famille ont osé aller jeter un petit coup d'œil au bureau. En septembre 1986, après 2 ans de captivité, Elisabeth est tombée enceinte, mais elle a fait une fausse couche. Et elle est tombée dans une grave dépression. Elle contemplait même de se suicider. Et Joseph est allé chercher le fœtus, il l'a enterré, il a éteint toutes les lumières du sous-sol pour punir Elisabeth d'avoir fait une fausse couche, comme si c'était de sa faute. Malgré le fait qu'il y ait une prisonnière sexuelle 24 heures sur 24, il n'était pas satisfait. Joseph continuait à visiter les bordels et là, il avait commencé à se payer des voyages en Thaïlande dans des sex resorts. C'est reconnu qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de prostitution juvénile. Donc, il se payait des prostituées mineures, des petites filles. Parfois, c'était des garçons.
Même qu'une fois, il est allé avec un couple d'amis et il était dans un marché, et je pense que cette histoire est assez connue. Il était dans un marché et il regardait comme des déshabillés ou des petites robes sexy. Et son ami savait très bien que c'était pas pour sa femme parce que Rosemary était beaucoup plus grosse que les déshabillés qu'il regardait. Et son ami était comme en train de filmer puis il a dit genre qu'est-ce que tu fais, genre pourquoi t'achètes ces déshabillés là, c'est pour qui? Et lui il disait que c'était pour une fille qu'il fréquentait, mais en fait il achetait ça pour sa propre fille. Et c'est fou à quel point que personne doutait de quoi que ce soit. Aux yeux de tous, je répète, Joseph c'était un bon père de famille, un bon mari, un homme riche, exemplaire. C'était vraiment le symbole de la réussite. En 1988, Elizabeth est tombée enceinte pour une deuxième fois et c'est là qu'elle a eu sa première fille, Kirsten. Et là, c'est tellement fou, mais en fait, elle a accouché seule. Son père, à aucun moment, il est descendu l'aider. Il est juste descendu 2 jours après qu'elle ait eu son enfant. Donc, elle a accouché seule. Je pense qu'elle n'était plus menottée, bien sûr, mais c'est quand même fou, là. Elle a dû, genre, couper elle-même le cordon ombilical. Je sais pas comment elle le fait. Elle est vraiment courageuse. Et en fait, Joseph, ça le dégoûtait, là, voir une femme accoucher. Donc, c'est pourquoi il avait peur et il descendait pas pendant 2 jours. Et je comprends pas, personne n'a jamais entendu les cris de bébé, tu sais, des pleurs de bébé, c'est fort, mais aussi les cris d'Elizabeth qui accouchait. La maison de Joseph, c'était comme une grosse maison et il louait des chambres à des locataires. Donc, il y avait comme des étrangers qui habitaient dans la maison. C'était comme une sorte de jumelé, là, ou quelque chose comme ça. Et jamais les locataires se doutaient de quoi que ce soit. Il y en avait un qui avait un chien et son chien aboyait et grognait toujours vers le sous-sol. Et il trouvait ça bizarre que Joseph, chaque jour, il allait au sous-sol et il allait avec des grosses quantités de nourriture. Donc, il trouvait ça étrange, mais jamais les locataires se doutaient de quoi que ce soit. 1 an plus tard, Elizabeth a eu son deuxième enfant, Stéphane. Et là, Elizabeth est rendue avec 2 enfants dans un donjon et elle ne supportait pas que ses propres enfants assistent à ses viols quotidiens. Donc, elle a demandé à Joseph de construire une autre pièce insonorisée pour qu'il la viole, en fait, à cet endroit-là, pour pas que ses propres enfants la voient. Bon, vous comprenez. Joseph, il a dit moi, je suis trop vieux, je suis trop fatiguée pour construire une autre pièce. Fais-le toi-même. Et ça a pris des années. Je pense qu'Elizabeth, elle construisait comme ça à la main. Elle creusait dans la terre. Et finalement, après plusieurs années, elle a pu avoir une chambre à part. Entre-temps, Elizabeth a eu un autre enfant et rendue à son 4e enfant. Et je vous rappelle que elle a accouché seule ses 4 enfants. C'est fou. Rendu au 4e enfant, Joseph, il trouvait que ça faisait beaucoup de monde dans un petit donjon. Donc, il a décidé d'amener Lisa, sa dernière fille, avec lui dans sa famille. Donc là, Joseph a demandé à Elizabeth de réécrire une lettre. Et dans la lettre, Elizabeth disait qu'elle avait eu un enfant, mais que sa secte n'acceptait pas les enfants. Donc, elle demandait à ses parents de s'en occuper. Joseph a pris Lisa, il l'a mis au pas de la porte avec la lettre d'Elizabeth et quand Rosemary a découvert le bébé, bien sûr qu'elle a décidé de s'en occuper. Donc, ils ont officiellement adopté la petite Lisa. Et comme il y avait comme une question d'adoption, les travailleurs sociaux ont visité la maison des Fritz plus de 20 fois, mais jamais ils ont douté que il y avait une jeune fille enfermée au sous-sol avec d'autres enfants. C'est assez fou. Elizabeth essayait de s'occuper de ses enfants du mieux qu'elle pouvait. Elle inventait des jeux. Elle leur enseignait des choses comme à l'école. On le voit un peu dans le film The Room. En fait, il décorait les murs avec des dessins des enfants. Et c'était vraiment pareil pour Elizabeth. Mais jamais elle disait à ses enfants qu'ils étaient des prisonniers. En fait, elle dépeignait le monde extérieur comme un conte de fées, comme quelque chose d'impossible. Et pour les enfants, mais leur vie, c'était dans ce donjon-là. En mars 1994, Elizabeth a eu une autre fille, Monica, et son père a fait la même chose qu'avec Lisa. Il l'a amenée en haut avec une lettre d'Elizabeth et Joseph et Rosemary ont finalement adopté Monica.
En avril 1996, Elisabeth a accouché de 2 garçons, des jumeaux. Encore là, elle a dû accoucher toute seule. J'en reviens juste pas comment tu peux accoucher de jumeaux. Elle avait pas vraiment d'outils non plus pour accoucher. Vraiment, c'était super naturel, sans drogue, sans médicaments. Donc, les 2 jumeaux sont nés, Michael et Alex. Mais Michael est né avec des problèmes respiratoires. Il avait beaucoup de difficultés à respirer et Elisabeth suppliait son père de l'amener à l'hôpital, mais bien sûr, il refusait. Et après 3 jours, le petit Michael est mort. Joseph a incinéré le corps du petit bébé dans une machine qu'il avait à la maison et pour la dernière fois, il a demandé à Elisabeth d'écrire une lettre et il a amené Alex avec lui à la maison. En décembre 2002, Elisabeth a eu son 7e enfant avec son père, le petit Félix. Évidemment, le donjon était un peu mieux équipé. Il y avait une télévision, une radio. Il y avait des nouvelles pièces qui avaient été construites, une salle de bain. Bon, c'était pas le luxe, mais c'était beaucoup mieux qu'au départ. Mais malgré tout, les enfants n'allaient pas bien. Il y avait des fortes carences en vitamine D, en fait, parce qu'ils ne voyaient jamais la lumière du jour. Stéphane, lui, qui était très, très grand, devait marcher toujours comme ça, penché, parce que sinon, il se cognait la tête. Donc, Stéphane avait des problèmes de développement. Et tous les enfants avaient des problèmes d'anémie, des problèmes au niveau du système immunitaire et des problèmes respiratoires à cause de la mauvaise qualité de l'air et de l'humidité constante. Parce qu'il y avait toujours, en fait, dans le donjon, il y avait plein de champignons et de moisissures. Et respirer ça, évidemment, c'est toxique. Et les dents d'Elisabeth ainsi que les dents de sa plus vieille fille, Kirsten, commençaient à tomber à cause de tous ces problèmes de santé. Là, je vais avancer un petit peu dans le temps. Kirsten est maintenant rendue à 19 ans. Okay, c'est fou, là. Elle est vraiment rendue vieille, là. Elle a passé 19 ans de sa vie dans un donjon. Mais là, on est en 2008 et Kirsten vient d'attraper une grippe. Et là, plus ça avançait, plus la grippe de Kirsten empirait. Joseph, lui, il voulait pas aller chercher des médicaments, je sais pas pourquoi, je pense qu'à cause de la question de prescription peut-être, mais il faisait juste donner des Tylenol à sa fille, qui évidemment, ça changeait rien. Kirsten a commencé à avoir des épisodes de convulsions, donc ça empirait. Et là, elle a fait une sorte d'épisode maniaco-dépressif. Elle s'est mise à s'arracher les cheveux de la tête, elle a déchiré tous ses vêtements, les a mis dans une bol de toilette. Elle s'est mordu les lèvres tellement fort qu'elle en saignait et elle criait. Elle n'était pas capable d'arrêter de crier. C'est vraiment un épisode comme de maladie mentale, mais on comprend pourquoi aussi. Elle n'allait vraiment plus bien. Elisabeth suppliait Joseph d'amener Kirsten à l'hôpital. Il refusait. Elle disait, genre, je veux rien dire, s'il te plaît, amène-la, mais je te promets que je dirai jamais la vérité. Et là, Kirsten est tombée inconsciente. Donc, Joseph n'a pas eu le choix de l'amener à l'hôpital. Le 19 avril 2008, Elisabeth, maintenant rendue à 42 ans, Elisabeth a aidé son père à amener Kirsten à l'extérieur du donjon et elle est vite redescendue. Rendue en haut, Joseph a appelé l'ambulance de manière anonyme pour dire qu'il avait retrouvé une fille inconsciente dans son bloc appartement, dans son complexe immobilier, je sais pas comment dire ça, et l'ambulance est venue la chercher. Rendue à l'hôpital, évidemment, Kirsten était inconsciente, donc elle ne pouvait pas dire ce qu'elle avait. Les docteurs n'avaient aucune idée de son état de santé, mais ça n'allait pas bien. Elle commençait à avoir plusieurs défaillances d'organes, donc on l'a mis dans un coma forcé. Joseph est allé visiter sa fille à l'hôpital, il disait que c'était sa petite fille et qu'il savait pas où était la mère de Kirsten, donc Elisabeth. Il mentait, évidemment. Et là, à un moment, le docteur Reiter a appelé Joseph et il a dit « Faut vraiment que vous trouviez la mère de votre fille. C'est la seule à savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Faut vraiment que vous la trouviez, sinon Kirsten va mourir. » Joseph continuait à dire que c'était impossible parce qu'il savait pas où était Elisabeth et il pouvait pas la trouver. Et là, docteur Reiter est passé à la télévision en suppliant Elisabeth, qui est supposément dans une secte, il la suppliait de se rendre à l'hôpital pour les aider à sauver Kirsten, parce que sans son aide, elle allait mourir. Docteur, pouvez-vous nous dire comment va votre patiente ce soir? L'état de notre patiente n'a pas changé. Elle va toujours très mal. Son pronostic vital est engagé. Elle est toujours en soins intensifs.
Je souhaiterais vivement que sa mère entre en contact avec nous. Nous pouvons lui garantir l'anonymat pour arriver à faire un diagnostic. Elisabeth, évidemment, elle voyait ça à la télévision dans le donjon et là, elle suppliait à son père de la laisser sortir pour aller sauver sa fille. Et là, Joseph n'a pas eu le choix d'accepter. Après 8516 jours, 24 ans sans voir la lumière du jour, Elisabeth est enfin sortie du donjon avec ses enfants. Rosemary était en vacances en Italie à ce moment-là et Joseph a appelé Rosemary pour lui dire que leur fille était maintenant rentrée à la maison. Rosemary est revenue à la maison super vite et c'est là qu'elle a vu sa fille après 24 ans sans la voir. Évidemment, les deux ont pleuré, se sont prises dans leurs bras et sûrement que Rosemary se demandait pourquoi sa fille était en si mauvais état. Elle avait les cheveux les cheveux tout gris, elle n'avait plus de dents dans la bouche et elle était d'une maigreur là, horrible. Elisabeth s'est vite rendue à l'hôpital pour dire au docteur Reiter les symptômes qu'avait eu Kirsten avant de perdre connaissance et là, lui, il a appelé la police. Après un interrogatoire qui a duré pendant plusieurs heures et en ayant la promesse des policiers que Elisabeth ne reverrait jamais son père et qu'elle allait garder ses enfants, c'est là qu'elle a admis tout ce qu'elle avait vécu, que depuis l'âge de 11 ans, elle se faisait violer par son père et depuis l'âge de 18 ans, elle s'était fait enfermer dans un cachot où son père lui avait fait 7 enfants. T'imagines les enquêteurs, tu te lèves le matin, tu t'attends à une petite journée routinière et là tu tombes sur cette histoire de fou. Évidemment, Joseph a été tout de suite arrêté. Et tout le long, pendant l'enquête, pendant le procès, Joseph n'a jamais montré aucun remords. Il disait en fait qu'il avait fait ça pour le bien de sa fille Elisabeth parce qu'il avait peur qu'elle soit exposée aux drogues dans la vie de tous les jours. Les enfants, eux, imaginez-vous des enfants qui n'ont jamais vu la lumière du jour, qui n'ont jamais vu le monde. Ils étaient complètement sous le choc. La première fois qu'ils ont vu la lune, ils ont crié d'excitation. Ça devait être adorable ou triste, je sais pas. Comme ils n'avaient jamais vu la lumière du soleil, ils ont dû porter des grosses lunettes fumées pendant plusieurs années, ainsi que se mettre de la crème solaire la plus puissante parce que les rayons du soleil, c'était très dommageable pour eux. Rosemary Fritz, elle était aussi complètement choquée de ce qu'avait fait son mari. Elle dit qu'à aucun moment elle s'en était doutée. On peut comprendre que c'est une femme très naïve là, et c'était dans une autre époque, dans un autre pays, donc on a de la difficulté à comprendre ça. Elle a divorcé son mari, évidemment. Et là, Elisabeth, elle s'est réunie avec ses enfants, Lisa, Alex et Monica, qui avaient vécu toute leur vie auprès de leurs grands-parents. Lisa était rendue à 17 ans, imaginez-vous. Ça n'a pas été long que les médias étaient au courant de l'histoire. Et tu sais, l'Autriche commençait à peine à se remettre de ce qui est arrivé à Natasha Kampusch. Et là, il y a une histoire 3 fois pire qui se passe dans le même pays. Imaginez-vous comment c'était fou. La maison des Fritz, c'était une attraction touristique, tu sais, des dark tours. Il y avait des gens de partout en Europe qui allaient visiter la maison des Fritz, ben de l'extérieur, là, mais parce que c'est la pire histoire qu'on n'a jamais entendue, je crois. Comment une famille a pu vivre aussi longtemps dans cet endroit sans que personne ne s'en aperçoive ? C'est tellement négatif pour l'image de l'Autriche. C'est dans cette maison, aujourd'hui sous haute surveillance policière, que le drame s'est joué pendant près d'un quart de siècle. En 2009, Joseph Fritz a été condamné à la prison à vie. Tous les prisonniers veulent le tuer. Il fallait qu'il reste dans sa cellule toute la journée parce qu'il y avait un prix sur sa tête. Il se faisait appeler Satan en prison. Il a été reconnu coupable par le tribunal de l'ensemble des chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Meurtre sur la personne de Michael, le nouveau-né qui est né donc en 1996, dont la justice estimait que Joseph Fritzl l'avait laissé mourir faute de soins. Reconnu coupable d'esclavage, reconnu coupable de viol avec circonstances aggravantes,
reconnu coupable également d'avoir détenu par des conditions coercitives sa propre fille Elisabeth, reconnu coupable également d'inceste. Ce qu'il faut noter, Vanessa, c'est que les réponses positives qui ont été données à ces questions l'ont été à l'unanimité des jurés. L'ensemble des jurés, soit les 8 membres du collège de jurés, a accepté à l'unanimité de condamner Joseph Friedel. D'où donc la condamnation à la perpétuité. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe au moment où nous parlons. Nous sommes au tribunal de Saint-Paul. Elisabeth et ses enfants vont bien à l'heure qu'il est. Ils n'ont jamais voulu donner d'interview. Comme vous voyez sur cette histoire, il n'y a pas vraiment de film qui est sorti. Je pense qu'il y a un documentaire sur Netflix, mais je pense pas que la famille Fritz ait aidé au documentaire. Je suis pas sûre, par exemple. Il y a un livre qui a été écrit sur l'histoire que j'ai dû lire pour cette vidéo. Je vais mettre le lien Amazon dans la barre d'infos, mais la famille Fritz n'ont jamais contribué à l'écriture de ce livre. C'est un bon livre, mais honnêtement, c'est pas top, parce que c'est juste un journaliste qui a fait une enquête sur l'affaire qui écrit l'histoire. C'est un bon livre, mais c'est pas une biographie. J'ai cherché des photos de la famille Fritz aujourd'hui et j'ai rien trouvé. Je sais pas si c'est moi qui est nulle, mais je pense que sont vraiment à l'abri de tous les journalistes. Je pense même qu'ils ont dû changer de nom. Et je suis contente que les journalistes les laissent tranquilles. Ça a dû tellement être difficile et j'imagine que personne veut revivre cette histoire. Fait que c'est pour ça que sont vraiment à l'abri des caméras et des journalistes, contrairement à, par exemple, Elisabeth Smart qu'on voit beaucoup dans les médias. Donc ça, c'était l'histoire d'Elisabeth Fritz. C'est vraiment une horreur. Je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Sinon, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Je veux savoir si vous connaissiez déjà cette histoire. Et sinon, c'était Victoria Charlton. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche de notification. Suivez-moi sur Instagram et Twitter. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.